Bonjour, bienvenue dans cette émission organisée par l'Association française du GNV avec le concours de Total et Gazprom dans le cadre du rallye Blue Corridor. Nous aborderons les atouts du biométhane utilisé comme carburant et nous insisterons sur la nécessité d'évaluer les émissions de CO2 des véhicules en analyse complète de leur cycle de vie. Au sommaire de cette émission, les interventions de l'Association européenne du GNV, du groupe Total, de 3 constructeurs de véhicules industriels et d'un député français engagé dans la mobilité propre et décarbonée. Merci à Gazprom et Uniper pour l'organisation de cette manifestation et me donner l'occasion d'introduire cette réunion. Bon, bien entendu, comme vous le voyez, on doit s'adapter aux conditions sanitaires du moment. En tous les cas, c'est vraiment avec plaisir que j'introduis cette réunion sur les atouts de la mobilité GNV et bio-GNV comme solution pour décarboner l'économie et en particulier le transport et aussi améliorer la qualité de l'air dans les villes. Cette édition intervient à un moment particulier dans un contexte européen caractérisé par une révision prochaine de la réglementation sur les émissions des véhicules et aussi par des discussions en cours en ce moment, mais je pense que Jean-Louis Fugit en parlera plus que moi, de l'extension des ZFE. Nous sommes, toute la profession, je dirais, fortement mobilisée pour faire évoluer cette réglementation d'une approche à l'échappement, comme on dit, à une approche en analyse cycle de vie, du puits à la roue, car nous estimons que c'est la seule analyse qui vaille pour estimer correctement les émissions des véhicules. Avec la FGNV, nous avons montré, avec une étude que nous avons commanditée à l'IFP Énergie Nouvelle l'année dernière, que le bilan carbone en analyse cycle de vie des véhicules alimentés au bio-GNV pouvait être meilleur que leurs homologues électriques, même alimentés avec une électricité faiblement décarbonée, comme c'est le cas en France. Et ceci est vrai pour les voitures, mais aussi pour les utilitaires, camions ou bus. La mobilité au gaz et au bio-GNV est aujourd'hui une réalité industrielle adoptée par de nombreux professionnels, comme on peut le voir tous les jours sur les routes de France, pour assurer le transport de marchandises, mais aussi pour assurer le transport de voyageurs dans les différentes collectivités territoriales. Nous avons aussi des constructeurs français et européens qui disposent des compétences et du savoir-faire industriel pour construire ces véhicules de manière à consolider la filière. Nous estimons très clairement que la réglementation européenne actuelle n'est pas adaptée, qu'elle n'envoie pas les bons indicateurs aux acteurs économiques et politiques pour les prises de décision et qu'il faut la faire évoluer pour aller vers des analyses en cycle de vie. Notre table ronde est aujourd'hui une étape dans notre volonté de sensibiliser les pouvoirs publics à faire évoluer cette réglementation dans le sens évoqué. Et je puis vous dire qu'on a du pain sur la planche, puisque en France, nous avons un projet de loi qui fait l'objet de beaucoup de débats, qui s'appelle projet de loi dit Convention citoyenne, ou loi de lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. Et vous voyez, ce dernier projet de loi fait encore état, en son article 28, à une réglementation de type à l'échappement. Donc, nous avons du travail de conviction à faire sur ce sujet. Mais en tous les cas, je voudrais vraiment vous remercier pour l'action que vous menez dans ce sens. Merci. Merci Patrick pour cette première intervention de l'industrie gazière française. Je donne maintenant la parole à Yuri Virobian,
président de Gazprom Marketing et Trading France. Yuri, à vous. Merci beaucoup. Monsieur le député, chers amis, chers collègues et partenaires, bonjour à tous. J'ai un grand plaisir de vous accueillir à la réunion d'information Blue Corridor consacrée au rôle du gaz dans la mobilité durable. Le relais Blue Corridor est devenu une tradition. Créé en 2008, ce projet conjoint des sociétés Gazprom et Uniper, et cette année-là, Total est invité à notre événement. Ce projet rassemble annuellement des camions et des voitures propulsées au gaz naturel. Ces véhicules au gaz ont déjà traversé la Russie, ont traversé l'Europe, et une fois, on a déjà organisé aussi que ces véhicules ont traversé le continent asiatique. Cette année-là, comme les années précédentes, on a voulu organiser cet événement avec l'arrivée des voitures physiques, avec le départ de Russie, les voitures traversent après toute l'Europe et arrivent en France, pour qu'on puisse assister et voir les avantages de ces voitures. Malheureusement, avec la situation sanitaire d'épidémie, on n'a pas pu organiser notre projet en sa totalité, mais je suis très satisfait qu'on a pu tout de même se réunir et discuter ces questions pendant notre vidéoconférence. Ces véhicules au gaz démontrent que la technologie est prête et qu'elle offre une alternative pertinente aux autres modes de propulsion, ainsi que de nombreux avantages, tant sur le plan économique qu'écologique. D'habitude, quand on parle des avantages écologiques, on cite la réduction des émissions de CO2, la réduction des émissions toxiques telles que NOx et des particules, et puis le coût très avantageux du gaz naturel comme carburant, parce que le gaz est très compétitif si on le compare à d'autres alternatives comme GPL, comme diesel ou comme essence. On parle beaucoup en France de tout électrique, pas uniquement du gaz, pas uniquement de l'énergie pour le transport, mais en général comme énergie. Et on discute cette question souvent pendant nos réunions de l'Association française de gaz. D'ailleurs, je voulais remercier l'Association française de gaz et l'Association française de gaz pour les véhicules pour participer dans l'organisation de cette réunion. Et quand on parle de tout électrique, on parle aussi du gaz, de l'énergie pour le véhicule. Et on sait qu'il y a aujourd'hui déjà beaucoup de voitures toutes électriques ou hybrides, les voitures personnelles. Mais quand on parle des camions lourds, des véhicules utilitaires, des bus, il y a une place pour le gaz naturel liquéfié. Et cette place, je pense qu'elle est déjà discutée et il y a une entente générale des participants du marché que le gaz naturel liquéfié peut jouer cette place importante dans ce type de véhicule. Je ne parle pas des bateaux parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais aussi pour les bateaux, le gaz naturel liquéfié, c'est une alternative très pertinente pour remplacer les carburants traditionnels. Je voulais aussi citer deux nouveaux produits gazeux qui peuvent être utilisés comme carburant. C'est tout d'abord le biogaz, qui a été déjà cité par Patrick. Le biogaz prend de plus en plus de place. C'est un produit national. Le biogaz est produit en France et qui remplace d'une manière de plus en plus importante d'autres produits et qui commence à être utilisé aussi dans le transport. Et puis, hydrogène. Hydrogène, c'est un nouveau produit et moi, je peux vous dire que j'ai déjà conduit une voiture à hydrogène. Il y a quelques années, j'ai conduit une voiture à hydrogène dans le centre d'essai d'Air Liquide à Grenoble et je peux vous dire que c'est très confortable. La conduite est complètement, on peut la comparer avec une voiture en essence, il n'y a pas de différence. Et c'est très confortable et aussi avec les avantages que l'hydrogène propose pour la protection du climat, c'est très important. Quand on parle d'hydrogène, je voulais aussi dire que Gazprom organise régulièrement une conférence hydrogène en France. On l'a fait en 2019, on voulait la faire en 2020, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire aussi pour les problèmes sanitaires. On envisage de le faire dans les mois à venir pour présenter différents types de production d'hydrogène parce qu'on connaît bien l'hydrogène vert, mais aussi il y a d'autres procédés de production et Gazprom, avec nos partenaires européens, surtout avec nos partenaires allemands, propose un procédé de production en utilisant le gaz naturel comme matière première et puis comme produit fini, hydrogène et carbone black sans aucune émission de CO2.
Voilà, ces deux produits, je pense qu'ils ont aussi une place pour le futur dans le mixte carburant en France. Voilà, je laisse la parole aux autres participants et experts pour qu'ils nous parlent un peu plus en détail de toutes ces questions. Et je vous souhaite une très bonne réunion et remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Yuri pour cette présentation donc de Gazprom, organisateur du rallye Blue Corridor. Maintenant, sans tarder, je vais passer la parole à Tim Keller, qui est président de l'Association européenne du gaz naturel pour véhicules. Tim, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Let me continue in English because it's for me much easier to talk about these kind of complex environments and things in English than in French. I greet you from Berlin. I'm standing here in our energy studio in our offices in the center of Berlin, close to the Reichstag. We are in the core of the political decision making, and we need to take these ideas that we're currently discussing with our partners in the German government, now also to Brussels. That's one of the missions that I am trying to pursue as president of the Natural Gas Vehicle Association in Brussels. I want to take you through the overview on what should be on the agenda of the gas industry in Europe when it comes to promoting natural gas as a fuel and transport. First slide, please. It shows us the Blue Corridors event. So I welcome you to this year's edition of the Blue Corridor event. Zukunft Gas is supporting Uniper and Gazprom in generating visibility for natural gas vehicles through this very unique endeavor to take gas vehicles, trucks and passenger vehicles throughout Europe. We already have been in a couple of different countries in this virtual format. We of course love to do it in the real deal, but this year everything is different. We are doing it as a virtual format, and I'm very happy to be, at least virtually today, in Paris. The big challenge that road transport in general is facing, and this will be the strongest and most important vector for future developments in this area, is of course the reduction of CO2 emissions. The Commission's President Ursula von der Leyen has announced the bold target of a climate-neutral continent. It is, in her words, Europe's man on the moon mission to reduce CO2 emissions of this continent to almost zero. But if you look at the current situation, if you look at what has been achieved so far, you have to acknowledge that the transport sector has not contributed anything so far to the CO2 reduction. If you look at the numbers ranging back, you see it on this slide, 2005, but if you take it back to 1990, you have to acknowledge that no CO2 emissions have been achieved in this so important sector. And we need to put this sector much stronger in focus. If you look into the transport sector in greater detail, you see that road transport is, of course, the biggest emitter of CO2. We have other modes of transport, of course. We have maritime and aviation that needs to be decarbonized as well. We have discussions on this, but the focus of discussion, of course, needs to be on passenger vehicles, on light-duty trucks, and, of course, heavy-duty trucks. So we need to look at the whole range of transport modes. If you look at what the European Commission has done in the recent years, you can see that many approaches to regulation have been taken. A lot of activities were unfolded in Brussels to tackle the issue of CO2 emissions in transport, such like regulation on fuels, regulation on CO2 fleet averages. The number of regulation has been growing over the last years. We have a very complex area of regulation in place, and you follow the news. The political debate, of course, is always about tightening the CO2 targets, something that happened 2 years ago, and we're expecting this year as well. But at the end of the day, you have to see that no CO2 emissions have been reduced despite these massive efforts of regulation and despite, of course, ever tightening targets. So what is actually the issue in this sector?
So if you look at the overall final energy consumption, you see that electricity accounts only for 20% of Europe's energy consumption. And only half of the electricity is renewable these days. So we need solutions for the other 80% of our final energy consumption. If we don't decarbonize the molecules, we won't find solutions for a carbon neutral future. And putting all bets alone on electricity is not enough. We need other approaches, we need other solutions. And of course, natural gas vehicles with biomethane, but also hydrogen vehicles are certainly part of the equation, but are currently ruled out. Because we have this very unique situation that vehicles in Europe are only measured by their tailpipe emissions. And the other emissions that occur when electricity, for instance, is produced are not accounted in the current regulation, which is so important for the automotive manufacturers. You see this little cartoon here. Of course, there's a little bit exaggerating the situation. However, this is the current situation that we're facing in the regulation. And this leads to the situation that the OEMs are pushing so strongly forward the electrical vehicles because they do not have any other solution to solve this equation, despite the fact that the environment is not really positively affected. To dig deeper into details, let's have a look at the next slide. The current CO2 regulation in Brussels, and this is affecting all the European manufacturers and importers, is based on the idea of a fleet average. So every car that is being sold in Europe is being accounted on a virtual balance, and taking the average on all vehicles that are being sold leads us to the figure that is the target that has been debated in the political arena. And if you look at how this average is being calculated, you see that electrical vehicles, but also hydrogen vehicles, are accounted for with 0 gram CO2 emission, because electrical vehicles don't have a tailpipe. This is equalizing or balancing CO2 incentive vehicles on the other end of the scale, like big SUVs and such like. But there are a couple of peculiarities to this system. One thing are plug-in hybrids. You see a very large vehicle running on a plug-in hybrid system, which is accounted for with only 56 grams. This is the result of a regulation that puts an electrical vehicle, a plug-in hybrid vehicle with a full battery on the test bed, and then it's running on 0 gram per kilometer until this battery is empty. And this results to a situation that a large sports car, a large sports utility vehicle, despite a massive requirement of energy, has a very low carbon footprint in this equation. And coming to our area of expertise, the biomethane vehicles, yes, they have a tailpipe. Yes, there is a CO2 emission coming out of this tailpipe. But we all know that these CO2 emissions are already accounted for because it's coming from the natural environment. The plants have taken out the CO2 of the atmosphere. So it's a circular system with no carbon impact. But these cars have a tailpipe, and these cars are unfortunately accounted for in this scale with a fairly high CO2 emission. And this situation leads to the effects that we're currently perceiving in the public debate, in the marketing of the OEMs. The car manufacturers do not have any interest to promote these kind of vehicles because it doesn't have any incentives. On the other side, the incentives for promoting electrical vehicles, despite all these negative aspects for the customers, they are more expensive, they have little range. Despite these negative aspects, the promotion of these vehicles is very strong. And this is resulted and rooted in this regulation. We have a good solution in place, actually. I already mentioned it. Take biomethane. We have the ability to provide climate neutral mobility using biomethane from manure, from waste. We have a solution to power passenger vehicles that are as comfortable as those with petrol and diesel.
have long ranges, and the most important aspect, have very low cost. It's here in Germany, the cheapest way to drive a car, to run a car on biomethane. We have the abilities to use a lot of waste, a lot of manure to produce biomethane. This potential is not tapped into completely at all. We have a lot of potential to grow in this area. And we can, of course, expand this to the area of light and heavy duty trucks. We can take this green fuel to light duty trucks for all these logistic companies that are getting more and more important, particularly in these days when everyone is relying on Amazon, on other logistics companies to bring goods to home. And of course, we can provide green fuel also to heavy duty trucks by liquefying biomethane, by selling bio-LNG in a growing number of filling stations. Here in Germany, we have now a couple of dozens of LNG stations. We see a very strong growth for this area of transport because the logistic operators tell us this is the only sensible solution and some sensible alternative to diesel to come to terms with the CO2 targets. So in order to wrap it up, we need to create a political thrust to tackle the upcoming review of the CO2 emission standards for new cars and vehicles. As part of the Green Deal that has been announced by the European Commission, the Commission wants to review the current system of regulation. And we're now at a pathway where we need to decide whether we simply want to tighten the screws, simply do some kind of evolutionary changes in the regulatory system with the risk that nothing changes, such like happened in the last decades, or if we change the regulatory system to a new approach which is effectively tackling CO2. Because right now, the transport sector has not delivered anything and contributed anything to the CO2 reduction. The key reason for that in our analysis is that the current regulatory system is flawed. We have two different silos that are being regulated. We have fuels, we have passenger vehicles, but these two silos are not connected with each other. The regulatory system is not effectively working due to this cause. And we need some kind of change, and we need a fundamental change of the regulatory system to tackle these issues. And the fundamental change is, of course, we need to move towards a well-to-wheel approach. The chances are high that we can bring this to the table, to the Commission, to the European Parliament, because these connections are now more and more understood. The willingness to move things in this area is rising. That's something that we clearly perceive. And furthermore, I think it's very important that the industry, the gas industry, is creating a concrete promise, is delivering concrete solutions, and not just talking about something that happens in the future. So we need to fight for the integration of biomethane into the system and, of course, a change of the system towards well-to-wheel. Thank you very much. Merci Tim pour cette intervention qui pose vraiment bien le problème de la mobilité décarbonée et de la mesure des émissions de CO2 des véhicules, pas seulement au pot d'échappement. Je vais maintenant passer sans attendre la parole à Xavier Bourrat de Total pour son intervention. Merci Gilles. Je vais profiter de ces quelques minutes pour vous présenter la vision du groupe Total sur le mix énergétique aujourd'hui. Le premier point que je voudrais aborder qui est très important pour nous en tant que distributeur important de carburant, c'est notre volonté que ces carburants soient traités de façon neutre, sur un pied d'égalité. Nous sommes complètement agnostiques pour tous les carburants que nous vendons, et nous sommes persuadés que le marché sera capable de proposer les carburants nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs de réduction de CO2. Donc, nous avons une approche qui est technologiquement complètement neutre, et nous souhaitons, nous poussons pour que tous les carburants soient bien pris en compte, toutes les énergies renouvelables. Donc, il n'y a pas de solution universelle pour décarboner la mobilité. Tim Keller nous l'a bien expliqué. Donc, nous devons vraiment prendre en compte toutes les options bas carbone.
On a évoqué le GNV, le bio-GNV, enfin, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a évoqué l'hydrogène bas carbone également, l'électricité bas carbone. On doit penser aux véhicules, aux nouveaux véhicules qui sortent aujourd'hui, mais il faut également penser aux véhicules existants sur le marché. Le renouvellement du parc ne se fera pas immédiatement. Donc c'est pour ça que nous travaillons tous les jours à l'amélioration des carburants disponibles aujourd'hui et bien évidemment à l'incorporation de biocarburants. Alors, comme le disaient les précédents speakers, nous promouvons une approche du puits à la roue. Donc aujourd'hui, la législation, effectivement, est uniquement à l'échappement. Donc il est vraiment, pour nous, indispensable, comme il a déjà été dit, de reconnaître et d'inclure la dimension renouvelable des carburants dans la législation CO2. Donc il est clair que sans la contribution des carburants renouvelables, on dit bien tous les carburants d'origine renouvelable, qu'ils soient liquides, gazeux ou sous forme d'électrons, sans cette contribution-là, nous ne pourrons pas atteindre, enfin la mobilité ne pourra pas atteindre les objectifs que l'Europe s'est fixés. Le GNV qui nous occupe aujourd'hui, il est immédiatement disponible. Donc c'est quand même sa force par rapport aux autres nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place. Si on doit parler d'électromobilité, il y a de grands projets d'installation de bornes électriques. Les fabricants de matériel sont présents et vont proposer, enfin sont en train de proposer de nouvelles offres très, très régulièrement. Donc c'est un marché qui se met en place. Sur le marché de l'hydrogène dans la mobilité, on part d'un tout petit peu plus loin, mais c'est effectivement aussi quelque chose qui se met en place. Le GNV, le bio-GNV sont vraiment immédiatement disponibles. Donc l'infrastructure de recharge en France est déjà existante et elle croît presque au pas de la semaine. La FGNV annonce vraiment des ouvertures très régulièrement. Donc une énergie immédiatement disponible. Le bio-GNV qui accompagne, qui est une grande, enfin qui devient une partie plus importante du GNV tous les jours, doit représenter, alors je ne crois pas qu'on ait de chiffre encore officiel, mais le bio-GNV, je crois, va représenter 20% du GNV en 2020. Dans certains pays, on dépasse largement les 50%, je pense aux pays nordiques ou aux Pays-Bas, par exemple. Donc, le bio-GNV prend le pas de plus en plus. Donc, une autre composante qui est importante également, nous pensons, c'est que les véhicules au GNV sont produits aujourd'hui en Europe, pour la plupart, et voire même en France. Donc, au-delà du fait qu'ils produisent moins de bruit dans les centres-villes, ils créent également des emplois. Et finalement, au-delà de notre position, c'est notre offre qui est à côté. Donc le groupe Total, en tant qu'acteur important de distribution de carburant en France, on porte cette vision agnostique et on répète à nos clients qu'à chaque usage, son énergie. Il n'y a pas, comme ça a pu être par le passé, une énergie qui va répondre à tous les usages. Donc demain, ou dès aujourd'hui plutôt, chaque usage va appeler son énergie. Donc ça nous appelle à proposer vraiment toutes les options possibles, que ce soit des carburants aujourd'hui liquides premium, donc vraiment en améliorant l'efficacité énergétique de nos produits existants, en proposant de plus en plus de carburants renouvelables, donc que ce soit dans les biocarburants liquides, dans les biocarburants gazeux. Vous avez sans doute vu, il y a maintenant 2 jours, donc notre annonce du rachat de Fonroche Biogaz. Donc, nous investissons massivement dans les nouvelles énergies, au-delà de nos investissements en électricité verte. Donc, nous sommes présents pour nos clients. Notre métier est vraiment de répondre à la demande de nos clients. Donc, nous sommes là pour proposer 100%, enfin pour répondre à 100% pardon, des demandes de nos clients, et cela passe par la proposition de carburants d'origine renouvelable. Mais pour pouvoir
faire la promotion de ces carburants-là, il est vraiment nécessaire, nous pensons qu'il est nécessaire, que donc une approche du puits à la roue, comme il a été évoqué, soit adoptée par l'Europe et bien traduite en France. Voilà, je vous remercie. Merci Xavier pour cette présentation du groupe Total. Maintenant, nous allons démarrer la table ronde. Je vais commencer par le député Jean-Luc Rugy, qui s'est beaucoup investi dans la loi d'orientation des mobilités, notamment dans le titre 3, je crois me souvenir. Jean-Luc, pouvez-vous nous dire 2 mots justement sur cette action que vous avez menée dans le cadre de la LOM sur le développement de la mobilité propre? Bonjour à tous. Je ne sais pas si c'est que sur la LOM ou sur l'ensemble du sujet tel que je peux le porter dans mon activité, mais vous me direz. Si jamais j'étais trop long, vous me le direz aussi. Je voulais vous dire que je parle depuis ma fonction de député, de rapporteur de la loi d'orientation des mobilités, enfin l'un des rapporteurs, hein, il ne faut jamais s'approprier le travail des autres. Bien entendu, j'étais l'un des rapporteurs, en effet, nous étions plusieurs. Moi, j'étais sur le titre 3, développer des mobilités plus propres et plus actives. Et d'ailleurs, un titre que j'ai souhaité être appelé développer des mobilités plus propres. Initialement, il s'appelait développer des mobilités propres, et je pense que c'est une fausse information. On parle de mobilité plus propre, bien entendu, et non pas propre, puisque la mobilité propre n'existe pas. On y reviendra. Je parle aussi depuis ma fonction de président du Conseil national de l'air. Donc, préside ce Conseil national qui est chargé d'un certain nombre de sujets autour de la pollution de l'air, donc de proximité, aussi bien en air intérieur qu'en air extérieur. Évidemment, les sujets sont liés puisque la mobilité contribue à la pollution extérieure, même si ce n'est pas la seule source. Il y a aussi l'industrie, l'agriculture et le résidentiel qu'il ne faut pas oublier. Alors, ma vision sur le sujet que vous évoquez ce matin dans ces échanges, c'est qu'il faut s'intéresser à la problématique à la fois des gaz à effet de serre et de la pollution de proximité. Il faut en même temps chercher tout ce qui peut réduire les émissions de CO2. On parle d'aller vers la neutralité carbone, etc. Ce qui, je rappelle, n'est rien d'autre que de faire en sorte de fixer tout le CO2 que l'on peut émettre. Et le meilleur moyen d'arriver à fixer tout le CO2 que l'on peut émettre, c'est de réduire déjà les émissions de CO2 anthropiques liées à nos activités et en même temps d'augmenter les capacités à pouvoir fixer le CO2. Et donc ça, c'est le volet à la fois agricole et entretien des forêts qui permet, entre autres, de répondre à cette question. Donc, le CO2, les gaz à effet de serre, de manière générale, c'est extrêmement important, mais il y a aussi la pollution de proximité, et donc je pense plus particulièrement aux oxydes d'azote, fortement liés au trafic automobile d'origine fossile, avec donc toute l'énergie d'origine fossile, et je pense donc aussi aux émissions de particules fines. Particules fines dont nous venons en 2021 de renforcer les mesures obligatoires, donc dans le cadre de l'évolution de l'indice ATMO que nous avons porté avec le Conseil national de l'air, dont je me félicite que le gouvernement ait eu le courage politique de le mettre en œuvre dès 2021. Pour en venir plus particulièrement au gaz, et notamment au biogaz, qui est quelque chose que je vais défendre encore plus que le gaz, excusez-moi de le dire comme ça, même si à la fin c'est la même molécule, c'est l'origine qui compte. Il est intéressant donc pour la mobilité gaz notamment, de s'apercevoir qu'elle est intéressante d'un point de vue des émissions de particules qui sont plus fines, qui sont plus importantes, moins importantes, pardon, excusez-moi, de particules fines moins importantes, excusez-moi, et puis aussi en termes d'oxyde d'azote. Et donc, en ce sens, la mobilité gaz est intéressante pour contribuer à une baisse de la pollution de proximité. Et puis, avec le biogaz, on a l'avantage encore plus d'être, si on raisonne en analyse de cycle de vie, ce qu'il va falloir faire de plus en plus, eh bien, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et encore plus intéressant que le gaz naturel, bien entendu, puisqu'en analyse d'un cycle de vie, le biogaz devient particulièrement intéressant. Dans la loi d'orientation des mobilités, il y a eu un certain nombre de mesures donc, pour avancer sur ces mobilités plus propres. Et avec l'histoire de la neutralité technologique, le combat à mener et le combat que nous avons porté, si je peux exprimer ainsi dans la loi d'orientation des mobilités, c'est le combat contre les énergies fossiles, finalement. En fait, l'idée de réduire progressivement l'usage et notre dépendance, cette drogue douce que sont les énergies fossiles depuis longtemps en matière donc, de mobilité notamment. Et donc, dans la loi des mobilités, on a fixé des objectifs avec la décarbonation à 2050, la fin de la vente progressive, donc d'ici à 2040, des véhicules neufs donc,
fonctionnant sur des énergies fossiles. Quand on a dit d'ici à 2040, certains disent en 2040. Mais en fait, ça peut très bien se faire avant, puisque c'est d'ici à 2040. Et on a d'ailleurs proposé des trajectoires sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Et on a aussi inscrit un point important dans cette loi d'orientation et de mobilité, que j'ai souhaité inscrire en tant que rapporteur, c'est l'idée d'un débat national tous les 5 ans, à mi-mandature, puisque la loi a été adoptée en 2009 et promulguée en fin 2019, pardon, en 2024, donc tous les 5 ans ensuite, et donc la première fois en 2024, il y aura un débat de où nous en sommes et sur les énergies, donc pour la mobilité. Et ce débat permettra de voir où nous en sommes sur l'électrique, sur l'hydrogène, sur le biogaz. Pour passage, l'hydrogène, c'est de la motorisation électrique derrière, donc c'est comment on fournit les électrons. Je reviendrai sur l'hydrogène tout à l'heure. Et cette démarche donc, de débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisque c'est à travers l'Office parlementaire d'évaluation des choses scientifiques et technologiques, l'OPEX, il y aura un débat qui sera lancé, qui sera donc à faire ensuite dans les 2 assemblées, respectivement, bien permettra de voir comment il faut infléchir d'un point de vue réglementation, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue accompagnement, et bien donc les évolutions observées. Sachant que l'objectif, c'est la réduction de la dépendance aux énergies fossiles pour à la fois lutter contre le CO2 et les émissions de proximité. Dans ce que nous avons inscrit dans la loi d'orientation de mobilité, nous avons inscrit un petit peu des obligations pour les entreprises, pour les collectivités, pour verdir donc progressivement leur flotte de véhicules, tout ceci en accord avec le règlement européen aussi. Mais nous avons mis des pourcentages minimums de renouvellement faisant appel à des véhicules à faible émission. Et dans ces véhicules à faible émission, eh bien, il y a évidemment les véhicules, je dirais, électriques hydrogène, et puis se pose la question de comment on situe les véhicules gaz, et notamment les véhicules fonctionnant au biogaz, qui, quand on raisonne en analyse d'un cycle de vie, sont encore plus intéressants que les véhicules gaz. Et évidemment, l'avenir, pour moi, pour le gaz, c'est le biogaz, ça va de soi. Et donc, cette progressivité que nous avons proposée, cette trajectoire, donc elle permet aux constructeurs d'avoir de la visibilité. Elle permettra aussi, comme on sait que mettre des obligations aux entreprises, c'est intéressant, parce que 50% des véhicules neufs en France sont achetés par les entreprises. Et donc, ensuite, ça permettra de générer des véhicules d'occasion à prix accessible, parce qu'une massification du verdissement des flottes va faire baisser le prix de production, donc baisser le coût des véhicules, et du coup, va générer des véhicules d'occasion qui deviendront accessibles. Mais il faudra malgré tout continuer à accompagner prime à la conversion ou autre, parce qu'on sait très bien que sans ça, on aura du mal à vraiment infléchir la tendance, un peu comme quand le biogaz, lui, est accompagné par rapport au gaz naturel, donc par l'État. Je crois qu'il y a des aides qui sont non négligeables, même si on voit bien dans les derniers débats du projet de loi de finances qu'il y a encore quelques points de friction et des points d'amélioration sûrement sur le soutien qu'on peut apporter au biogaz. Je pense que vous en êtes largement conscient. Le décret en 2021, précisera comment donc, ces obligations d'acquérir des véhicules vont être mises en œuvre donc, dès le 1er janvier 2022. Développement aussi des infrastructures, stations d'avitaillement en gaz, bornes de recharge électrique, etc. Tout ça pour cette mobilité plus propre, donc, parce que ça reste quand même un des problèmes. Il faut aussi d'ores et déjà penser un petit peu aux stations pour les véhicules à hydrogène, même si les véhicules à hydrogène vont arriver dans un second temps, parce que aujourd'hui, l'État a décidé d'investir à travers le plan de relance, donc notamment, entre autres, massivement sur l'hydrogène aussi, et on ne peut que s'en féliciter, mais ça va prendre du temps, tout ceci, bien entendu. Le courage politique, il est dans les moyens que l'on donne pour avancer, mais dire ou décréter il faut plus de véhicules à énergie fossile dans 2 ans, c'est pas possible. Enfin, on peut le dire pour se faire plaisir, voire éventuellement pour se faire élire, mais on sait très bien que c'est concrètement pas possible. Il faut des trajectoires qui soient ambitieuses sur le plan environnemental et pertinentes sur le plan économique, et c'est ce que la loi aussi d'orientation de mobilité a permis de proposer. Laquelle d'ailleurs, loi d'orientation de mobilité, certains aspects pourront être musclés peut-être à travers les débats qui auront lieu dans le cadre du projet de loi Convention citoyenne pour le climat, pour les personnes non communes, je dirais, que nous allons débattre ce printemps au Parlement. Je voulais aussi rappeler qu'il y a d'autres mesures, mais dans la loi d'orientation de mobilité, donc ça rentre dans le détail, mais en tout cas qui sont très intéressantes. Je voulais peut-être maintenant faire un petit zoom sur le biogaz et peut-être un petit mot aussi sur l'hydrogène. Pourquoi le biogaz est très intéressant? On l'a déjà évoqué tout à l'heure, analyse de cycle de vie, etc. Mais
Ce qui est certain, c'est que toute l'expertise que votre domaine a acquis sur le gaz va servir et doit servir pour le biogaz maintenant. Et puis, dans le biogaz, il y a aussi derrière le mode de production, et notamment, je pense, au mode de production agricole, qui est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, on a eu, enfin moi, j'ai contribué avec l'OPEX donc à des travaux qui s'appellent Agriculture face au défi de la production d'énergie, dans lequel j'ai pu faire un certain nombre de propositions pour développer donc la production d'énergie par le monde agricole, ce qui fait déjà, et sur l'agrivoltaïsme, sur l'éolien, mais beaucoup sur la méthanisation. Et donc, dans les propositions que j'ai pu formuler, il y a des propositions très, très claires hein, qui permettent d'encourager son développement, de renforcer le droit à l'injection du biogaz, mais aussi d'assurer une meilleure traçabilité à la fois des intrants dans les méthaniseurs, mais aussi d'avoir de la vigilance sur les installations et de la vigilance sur les digestats qu'on va étendre au point de vue agricole, etc. Alors, tout ceci, ça prend du temps, là aussi, mais il va falloir développer le biogaz, aussi parce que nos biodéchets doivent être valorisés et que la production de biogaz est intéressante pour valoriser nos biodéchets. Et il faut le faire avec toujours l'objectif que tout ce qui est fossile doit être diminué, avec donc l'idée de raisonner de plus en plus en analyse d'un cycle de vie, en économie circulaire. Et donc, le biogaz est très intéressant à ce titre-là. Il est intéressant aussi parce que ce sont des projets de production du territoire. Et pour nos agriculteurs, c'est de la valeur ajoutée. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut l'envisager. Et surtout, je crois que c'est des projets de territoire qui peuvent embarquer, notamment, je pense, dans le monde rural, plusieurs acteurs. Et ça peut être très intéressant. Donc, au moment où on parle de relancer notre pays, le relancer et en même temps faire accompagner la transition, ça me paraît particulièrement intéressant. L'avenir, donc, ce sont ces énergies non fossiles et de plus en plus renouvelables, comme on vient de le dire, notamment à travers ce que j'ai dit sur le biogaz. Quelques points quand même de vigilance à avoir sur l'avenir tel que je l'évoquais. De réduire la dépendance aux énergies fossiles, ça sous-entend, comme on l'a dit, en termes de mobilité notamment, développer le biogaz, développer l'électrique et l'hydrogène. Et un petit mot quand même sur l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un vecteur énergétique, on le sait, hein. Et donc c'est la motorisation électrique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de produire de l'hydrogène vert, ou en tout cas au moins de l'hydrogène décarboné. Et là, en fait, il faut du temps, là aussi. Il va falloir avoir une trajectoire dans laquelle, je voulais dire un mot au passage, nous avons besoin de l'énergie nucléaire pour fournir de l'électricité, pour participer à la fabrication d'hydrogène faiblement carboné, c'est-à-dire de l'hydrogène à partir de, si on veut faire de l'électrolyse de l'eau, aujourd'hui avec du photovoltaïque, avec de l'éolien, etc., c'est très bien, mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour massifier la production d'hydrogène décarboné, et donc on a besoin du nucléaire. Et donc là, c'est une manière d'illustrer un petit peu l'action politique qui est la complémentarité entre le pourquoi et le comment. Pourquoi il faut décarboner, on l'a dit, moins de gaz à effet de serre, moins de pollution de proximité, mais en même temps, le comment, c'est plus délicat à mettre en place, puisque là, il faut imaginer les choses au niveau de la pertinence économique, comme tout à l'heure, de l'ambition environnementale, et le courage politique se situe là. Et le courage politique consiste à dire que si on veut aujourd'hui diminuer notre dépendance aux énergies fossiles, nous avons besoin de l'énergie d'origine nucléaire. Même si la production d'hydrogène doit aller de plus en plus vers une production donc avec des énergies renouvelables, on a obligation d'utiliser, nécessité, je dirais même, d'utiliser le nucléaire pour franchir un certain nombre d'étapes. Et donc, l'hydrogène comme le biogaz, ce sont des solutions, comment dirais-je, concrètes et donc qui font appel à des énergies donc décarbonées dans le sens où c'est pas du fossile, mais tout ceci nécessite du temps et il faut toujours se dire que dans le monde industriel, eh bien, on n'est pas dans le monde médiatique. Il faut accepter l'idée que tout ceci prend du temps à mettre en œuvre. Et c'est ce que je voulais aussi rappeler ce matin, c'est qu'il faut se laisser le temps de faire les choses pour qu'on puisse atteindre une ambition environnementale et une pertinence économique équilibrée, ce qui est le seul moyen d'avoir un développement durable de notre industrie dans le domaine. Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous, et sachant que il y a un point sur lequel peut-être, moi je n'ai pas suffisamment insisté, c'est que tout ceci est intéressant quand vous raisonnez en analyse d'un cycle de vie
qui est une démarche qu'on doit vraiment encourager. Je sais que l'Union européenne veut aller plus loin là-dessus. C'est ce que moi je réclame depuis le débat de la loi d'orientation des mobilités. Je pense que c'est une démarche que nous devons avoir. Et c'est cette démarche-là qui nous permet à la fin de s'apercevoir que hydrogène, électrique, biogaz, etc., rien n'est propre parce que tout est axé sur le principe de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, l'idée, ce n'est pas de chercher le propre, c'est de chercher le moins polluant parce que le propre n'existe pas par définition. Ce qui existe, eh ben, ce qu'il faut faire, en revanche, c'est réduire donc, les nuisances liées à toutes les consommations énergétiques que l'on peut faire. Et ça, c'est le plus délicat, mais c'est aussi l'objectif donc nous devons nous fixer collectivement pour arriver à réduire globalement l'impact environnemental de toutes nos activités humaines. Merci Jean-Luc Fugit pour cette présentation très complète. Et je dois d'ailleurs dire que le soutien de l'État est très important sur le développement des carburants alternatifs, en particulier du GNV. Vous avez évoqué la réalité du monde industriel, donc on va y venir maintenant avec nos constructeurs. Je vais d'abord passer la parole à Gilles Boster. Pour lui demander comment il place dans son développement d'énergie alternative le GNV et bien évidemment le bio-GNV. Non, mais juste pour vous replacer un petit peu qui est Scania, nous fabriquons des camions, des cars et bus, des moteurs industriels et marins, et pour ces véhicules routiers, ce sont des véhicules de fort tonnage, donc pas de voitures, camionnettes, petits camions, c'est des camions ou des cars et bus à partir de 19 tonnes. Notre vision, si vous voulez, de l'affaire, elle est relativement simple. Je crois qu'il ne faut pas se mentir. Il y a deux grands défis qui s'offrent à nous en ce moment, qui se présentent à nous. C'est le défi sanitaire et le défi environnemental. Bon, le défi sanitaire, lui, il est normé par la norme Euro 6. Alors, on peut évidemment débattre de ce qui se passe à l'intérieur de cette norme, mais des efforts énormes ont été faits par les constructeurs pour réduire les émissions de polluants locaux. Et aller sur le débat de dire aujourd'hui que telle ou telle énergie émet plus ou moins de particules de NOx dans le cadre de cette loi, cette directive Euro 6, ça n'a pas de sens. Parce qu'on a fait des études, nous, on a financé des études en France d'ailleurs, comparatives entre les énergies, et il se trouve que les véhicules peuvent émettre, et les moteurs, suivant leurs conditions d'utilisation, suivant leur architecture, etc., et évidemment, par rapport à d'une marque par rapport à l'autre, peuvent avoir des performances différentes à l'intérieur même de l'enveloppe Euro. Donc, le but, il n'est pas tellement là, il serait plutôt à ce moment-là de se dire comment est-ce qu'on va faire pour purger le parc de véhicules inférieur à la norme Euro 6. Mais le vrai débat en ce moment, c'est le débat environnemental. Je vous rappelle les accords de Paris et le Green Deal européen, d'ailleurs, qui permet d'y arriver. C'est limité de 1,5 degré à 1,5 degré le réchauffement à la surface de la planète. Pour ça, il va falloir que tous les 10 ans, nous baissions nos émissions de CO2 de 50%. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on devrait les réduire de 2% par an, on est en train de les augmenter de 6%. Donc, notre position, ce n'est pas de promouvoir un carburant par rapport à un autre, c'est de promouvoir toutes les possibilités de réduire le CO2. Il y a en fait 3 grands piliers pour ça. L'efficacité énergétique, par exemple, former les gens à la conduite, les conducteurs à la conduite économique, optimiser les spécifications de nos véhicules, par exemple, optimiser les programmes de maintenance. Deuxième pilier, ce sont les transports intelligents et sûrs, la communication, le géofencing. Et enfin, le troisième pilier, et c'est celui dont on parle aujourd'hui, ce sont les carburants alternatifs. Une fois que j'ai dit ça, la position de Scania est de prendre une vraie part, sa part de responsabilité. Et en ce domaine, nous avons adhéré au SBTI, qui est le Science Based Target Initiative, qui consiste en fait à peu près 1000 entreprises à travers le monde de s'engager sur des réductions de CO2. Pour nous, ça va être de réduire à l'horizon 2025 de 50% nos émissions de CO2 en opération, 20% des réductions faites par les produits, mais il faut bien voir aussi que l'utilisation des produits que nous mettons sur le marché, ce sont eux qui émettent 96% du CO2 sur toute la durée de vie du véhicule. Donc c'est là qu'il faut aussi aller agir. Donc pour corroborer ça,
nous souhaitons évidemment qu'on ne parle que d'ACV, qu'on ne parle concernant le gaz que de biogaz, parce que c'est là qu'on va faire le plus grand saut pour maîtriser ces émissions de CO2, que nous considérons qu'il n'y a pas une énergie qui va se substituer à toutes les autres, ça c'est très clair, et ça va être en fonction, on va pouvoir les utiliser en fonction des circuits courts, en fonction des configurations de parc et des configurations des véhicules pour leur utilisation. C'est aussi une façon de dire qu'aujourd'hui, ici et maintenant, nous avons la possibilité de décarboner avec des carburants à 80%, voire plus. Et c'est pas l'idée, c'est pas d'attendre des technologies disruptives qui vont tout résoudre. Je vois aujourd'hui beaucoup de bruit qui se fait autour de l'hydrogène. C'est très bien, nous y travaillons, mais il y a une urgence telle qu'il ne faut pas attendre ces technologies, d'autant plus que nous avons des solutions. Et en fait, pour nous et pour les transporteurs, il faut que nous travaillions à pouvoir mettre des solutions sur le marché qui offrent une baisse de l'émission de CO2, je parlais de 80%, voire plus, mais en même temps, faire bénéficier aux transporteurs de TCO, donc de conditions d'exploitation et de coûts d'exploitation, si ce n'est les plus bas possibles, en tout cas maîtrisés. Et enfin, et j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est aussi une question d'éducation, que chacun puisse imaginer de dire, voilà, quand j'utilise telle ou telle énergie, comment est-ce qu'elle est produite et quel est son ACV, quel est son impact carbone depuis son extraction jusqu'à son utilisation. Voilà en quelques mots notre position. Merci Gilles Boster pour cette intervention. Je vais passer la parole à Clément Chandon, d'Iveco. Iveco, en fait, on a réuni 3 constructeurs qui ont une gamme gaz. Et Iveco a la gamme la plus complète du 3,5 tonnes jusqu'aux 44 tonnes. Est un acteur historique dans le gaz naturel pour véhicules. Donc, Clément, quelle est votre stratégie en matière de développement du gaz en Europe sur les véhicules de 3,5 tonnes à 44 tonnes? Alors oui, effectivement, c'est des investissements qui sont anciens. On a démarré vers la fin des années 90. On a dépassé les 35 000 véhicules sur la route. Et notre stratégie, elle est simple, c'est que année après année, quasiment chaque année, en fait, on développe un nouveau segment. Donc, on a démarré par les poids lourds et les bus. Puis, on a fait des utilitaires, on a fait des poids moyens. On a fait les premiers tracteurs au gaz en Europe, les premiers tracteurs GNL. On développe depuis peu des autocars qui ont également un très grand succès, des minibus, des tracteurs agricoles, ça c'est la nouveauté de l'année. Et puis après, il y aura des chargeuses pour le secteur du TP, des véhicules, des moteurs sans doute pour les applications marines. Donc c'est un secteur qui ne cesse de croître et en fait, depuis les 25 ans qu'on développe cette technologie, on a réussi à démontrer qu'elle arrivait à remplacer, avec des avantages environnementaux forts et souvent aussi avec des avantages économiques, les solutions basées sur le pétrole et ses dérivés. Donc, quand on développe des technologies chez Iveco, et on ne développe pas que le gaz, on développe également de l'électrique, de l'hydrogène, on le fait avec l'idée d'arriver un jour à remplacer le diesel. Mais il faut bien admettre qu'aujourd'hui, ceux qui, dans le transport lourd, a réussi ce difficile challenge, c'est le GNV, le bio-GNV. Et on est très content de voir le bio-GNV se développer fortement en France, mais aussi dans la plupart des pays européens. Parce que pour nous également, c'est l'avenir des camions au gaz. Il faut sortir des énergies fossiles. C'est une énergie locale, c'est une énergie qui aide nos agriculteurs. Et on est très heureux de l'avoir se développer en France. Et il faut maintenant effectivement que l'Europe reconnaisse l'avantage, et donc je vais répéter ce qu'ont dit les personnes qui sont passées avant moi, l'ACV, c'est extrêmement important. C'est une question de crédibilité pour des décisions politiques. Si on veut juste faire un changement de technologie, on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on promeut uniquement l'électrique et l'hydrogène. Mais si on veut effectivement abaisser les émissions de CO2 du transport et qu'on ne raisonne pas en ACV, eh bien on peut arriver à des aberrations, comme par exemple des biocarburants qui se retrouvent avec des émissions de CO2 selon les règles européennes supérieures
au diesel, ou de l'hydrogène qui, s'il n'était pas fait avec une énergie renouvelable, se retrouverait, si on le fait à partir du gaz ou du pétrole, à émettre plus de CO2 que le gasoil, tout en étant qualifié au niveau européen de zéro émission. Donc, il faut effectivement que ces règles changent, tout simplement pour amener des résultats. Et je suis très heureux d'entendre Scania sur cette position-là, et j'espère que tous les constructeurs européens la soutiendront également, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, mais ce qui s'explique parce que la politique a obligé au développement de l'électromobilité. Aujourd'hui, les constructeurs européens ont investi des sommes phénoménales dans l'électromobilité et savent que l'ACV ferait du tort à cette technologie, parce que dans beaucoup de pays d'Europe, l'électricité est encore fortement carbonée, et donc aujourd'hui sont pour le statu quo. Mais si on raisonne pour la planète, on est obligé de raisonner en ACV, et je dirais même que c'est uniquement la première étape. Il faudra qu'on passe assez vite en analyse de cycle de vie total, c'est-à-dire production du véhicule, utilisation et recyclage, pour faire des choix qui soient vraiment pertinents. Très bien, merci Clément. Et donc Rémi, je vous donne la parole maintenant pour nous présenter votre stratégie en faveur du développement des énergies propres, en particulier du GNV. Bon, alors chez Volvo Trucks, ça fait 3 ans maintenant qu'on est vraiment sur le GNV avec l'offre du FM et du FH GNL. On développe aussi l'électricité, donc notre but c'est d'avancer dans toutes les directions, et c'est ce qui est un peu dit, hein. Aujourd'hui, on est un peu poussé par la réglementation européenne à aller vers de l'électrique, parce que la réglementation européenne, elle est comme ça. Elle nous oblige à baisser nos émissions de CO2. Les émissions de CO2, si on regarde ce qu'on peut gagner avec la technologie sur le diesel, on ne va pas arriver au moins 15 ou moins 30%. Le gaz va nous aider un peu, mais pas suffisamment. Donc, on est obligé d'aller à l'électrique. Maintenant, le gaz, c'est vraiment une bonne opportunité. Et effectivement, si on utilise, si on compte le CO2 en termes de cycle de vie, on peut avoir à la fin un bien meilleur résultat. Alors après, en termes de marché, on a les résultats du marché l'année dernière. Donc en général, le gaz est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup. Les années précédentes, je ne parle pas de 2020 où on avait une croissance du marché ces dernières années qui était peut-être entre 2 et 10% selon les années. On avait des ventes de véhicules gaz, je parle du marché, qui progressait entre 20 et 30%. Et l'année dernière où le marché a chuté de 25%, les ventes de matériel au gaz n'ont chuté que 2%. Donc on voit que les ventes de véhicules gaz en France sont toujours autour de 20 à 30% en termes de progression au-delà du marché. Donc c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Après, on a vraiment 2 marchés différents. Et là, je vais parler plus des possibilités de développement du marché. On a le marché urbain. Le marché urbain, il est tiré par tout ce qui est vignette critères et pollution. On voit qu'on a de plus en plus de zones à faible émission qui se mettent en place. Moi, j'habite à Lyon. À Lyon, on a une nouvelle municipalité, une nouvelle majorité pour la métropole qui vient d'être mise en place. Jusqu'à présent, on avait un horizon, globalement, les mesures demandées, c'était à partir de 2022, tous les véhicules lourds et utilitaires qui rentraient dans la ville de Lyon et dans l'agglomération proche devaient être Euro 6, et il n'y avait pas d'autre horizon mis en place pour ça. La nouvelle municipalité demande à ce qu'à la fin de leur mandature, donc je pense que ça va être autour de 2026, il n'y ait plus que du critère 1, donc plus de véhicules diesel dans l'agglomération de Lyon, c'est-à-dire Lyon-Villeurbanne. Et on a de plus en plus d'initiatives comme ça qui se mettent en place. Et clairement, ça, c'est quelque chose qui va certainement pousser le gaz. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, tous les transporteurs aient encore bien pris conscience de ça, que dans 5 ans, il y a pas mal d'endroits où ils ne pourront plus rentrer avec un véhicule diesel. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et important à tel point que aujourd'hui, quand on voit des études comparatives entre le diesel et le gaz, souvent on dit le véhicule gaz, sa valeur résiduelle au bout de 5 ans, c'est 0, et le véhicule diesel, sa valeur résiduelle au bout de 5 ans, c'est le prix habituel. Moi, je pense que les choses vont changer. C'est-à-dire que quand on va s'approcher de l'échéance où les véhicules diesel auront des grosses restrictions pour rentrer dans les villes, on va être dans une situation inverse
où ça va être les véhicules diesel qui vont avoir une valeur résiduelle qui va quasiment s'annuler, et les véhicules gaz qui vont avoir une valeur résiduelle qui va, elle, va augmenter, puisque ce sont des véhicules que les clients pourront continuer à utiliser. Si on pense à Paris, Paris annonce que jusqu'à 2030, on pourra avoir des moteurs thermiques. Après, ce sera plus de moteurs thermiques. Donc, on a vraiment quelque chose qui est très intéressant vis-à-vis du gaz pour ça. Après, l'autre marché, c'est celui de la longue distance ou des travaux publics, où on a où on cherche où on fait beaucoup de kilomètres. Le gaz est intéressant à ce titre-là, puisque, et là je pense particulièrement à notre modèle qui est assez économe en carburant, puisque là on peut vraiment à la fois avoir des gains de prix, puisque le gaz est effectivement moins cher que le diesel à l'usage, et des économies de CO2. Là, je pense qu'on a une petite limitation dans le développement de cette offre vis-à-vis des fournisseurs de gaz. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une quarantaine de stations GNL en France qui sont réparties chez 6 ou 7 fournisseurs. Et aujourd'hui, on a des tarifs qui sont très différents entre des tarifs négociés avec un fournisseur et des tarifs communs. Ce qui fait que un client qui va faire un accord avec un fournisseur de gaz, lui, en moyenne, il va avoir 6 ou 7 stations en France dans lesquelles se ravitailler. Et je pense que ça, c'est un frein un peu au développement du gaz, c'est-à-dire la multiplicité des acteurs et une différence très importante entre le prix négocié et le prix public. Merci Rémi. Alors, je voudrais maintenant revenir sur la réglementation CO2. La réglementation CO2 européenne signée en 2019, en avril 2019, prévoit que d'ici 2023, il pourrait y avoir une introduction d'une méthode en ACV pour l'évaluation des émissions de CO2. J'aimerais savoir ce que vous en pensez les uns et les autres. Quelles sont les chances d'aboutir pour cette future réglementation qui introduirait une méthode de calcul en émissions de CO2? Et j'ai d'abord donné la parole à Jean-Luc Fugit sur le sujet. Oui, merci. Si vous me permettez, je vais prendre juste 30 secondes pour revenir très très rapidement sur les propos du dernier intervenant, et notamment sur les zones à faible émission mobilité. J'insiste sur le fait qu'elle s'appelle zone à faible émission mobilité. C'est ce que j'ai voulu dans la loi, c'est moi qui ai imposé ce nom-là, entre guillemets, de rajouter mobilité, parce qu'on pourrait très bien imaginer mettre en place un jour des zones à faible émission sur autre chose que pour la mobilité, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que la pollution ne vient pas que de la mobilité. Si je prends les oxydes d'azote, c'est aux 2 tiers l'origine, donc mobilité, c'est-à-dire 2 tiers l'énergie fossile, c'est-à-dire l'essence et le diesel. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et la dernière étude IFP Énergie Nouvelle sur 22 véhicules, je parle de véhicules légers, donc des voitures de monsieur tout le monde, donc montre que le diesel reste devant de manière objective. L'essence s'implose sur les oxydes d'azote, mais les deux sont problématiques. Et je suis aussi assez d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que selon l'utilisation d'un véhicule, on n'a pas nécessairement les mêmes taux, etc. Bon. Sur les zones à faible émission, on prenait l'exemple de la métropole de Lyon. Moi, je suis député du Rhône, donc j'habite à Givors, donc sur la partie métropole de Lyon. Et je suis député du sud du département. La métropole de Lyon fait partie des zones obligées, des ZFE obligées par la loi. Obligées par la loi, compte tenu que ça fait partie des zones. Ce n'est pas une décision de la nouvelle municipalité de mettre en place une ZFE, d'ailleurs, elle avait été décidée avant, le principe, par la majorité précédente. Et surtout, c'est une zone obligée dans le sens où il y a aujourd'hui des problématiques donc, de dépassement régulier de normes de qualité de l'air. Et c'est la raison pour laquelle il faut mettre en place une ZFE. Ensuite, mettre en place une ZFE, pour moi, ça veut dire obligatoirement discuter avec les citoyens, discuter avec les professionnels et mettre en place de la progressivité. Et cette progressivité, il faut qu'elle soit réaliste. Et il faut faire attention qu'elle ne crée pas de problèmes trop importants, et notamment vis-à-vis des professionnels. Rapidement, entre nous, puisque vous parlez aussi ici de déplacement professionnel, si vous avez une ZFE à Saint-Étienne, puisqu'on parle de là-bas, de la zone, à Lyon, une autre agglomération de Grenoble, voire même une agglomération clermontoise, et que vous avez des règles très différentes, je trouve que si dans une même journée, vous avez un professionnel de la route qui peut rentrer dans une des agglomérations, mais pas rentrer dans l'autre, alors que dans la même journée, il doit aller sur les deux, il y a un problème de cohérence. Donc, il va falloir aussi avoir de la gestion. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du projet de loi Convention citoyenne pour le climat, nous allons, enfin moi en tout cas, je vais inciter à utiliser ce vecteur législatif pour essayer de clarifier un petit peu la manière de gérer
les zones à faible émission, mobilité. Et je crois qu'il faut mettre une progressivité qui soit aussi réaliste par rapport aux constructeurs et tout ce que l'on peut faire, à la fois sur, comme vous l'avez dit, le biogaz, l'électrique, l'hydrogène, etc. Et j'étais tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par certains d'entre vous sur la problématique de l'hydrogène. Pour en revenir sur les ACV. Aujourd'hui, oui, l'Union européenne, elle demande que d'ici 2023, enfin, elle demande pour 2023 finalement de mettre en œuvre cette démarche ACV. Et moi, ce que je crois, c'est que, je l'avais dit pendant le débat d'orientation des mobilités, il faut vraiment que la France prenne toute sa part dans cette démarche-là. C'est la raison pour laquelle moi, je pousse à ce qu'on s'appuie sur nos instituts de recherche. Et je pensais, je vais reciter IFP Énergie Nouvelle, en particulier à voir avec eux, mais si ce n'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur la mise en place d'analyse d'un cycle de vie des véhicules sur IFP Énergie Nouvelle. Il y a sûrement d'autres en France qui le font aussi. Et je pense qu'il faut regarder comment dirais-je, avec un regard très intéressé, donc ce qu'ils font, parce que ça pourrait être inspirant, et il ne faut pas attendre qu'il se passe des choses en Europe, il faut que nous, la France, on propose, et à travers nos instituts, on propose un certain nombre de démarches. Ce qui est certain, c'est que ça me paraît, à moi en tout cas, vraiment nécessaire de le mettre en œuvre, pour qu'on puisse, une bonne fois pour toutes, avoir une vision exacte, la plus réaliste possible de ce que représente l'impact d'un véhicule. L'ACV d'un véhicule électrique, je roule un véhicule électrique, titre individuel, avec une Renault Zoé, pour tout vous dire, vous voyez, on va faire de pub. Eh bien, non, c'est pas moins que jamais je dirais que je roule avec un véhicule propre. Par contre, si je prends le polluant oxyde d'azote, ben, il n'en émet pas, donc c'est très intéressant dans la proximité dans laquelle je me déplace. En revanche, si je fais son analyse en cycle de vie, ben, il y a un impact CO2 de ce véhicule-là, parce qu'il a bien fallu le fabriquer, il y a une usine, il y a tout ça, etc., etc. Et donc, il faut le faire, parce qu'en effet, et notamment je pense au biogaz, eh bien, si on raisonne en ACV, on pourra réellement se rendre compte de l'impact de ce que avoir l'impact réel du biogaz à la fois sur les énergies, donc les gaz à effet de serre, pardon, et la pollution de proximité. Et on pourra avoir une méthodologie assez intéressante pour comparer nos déplacements, nos modes de déplacement, et on pourra comparer aussi bien le camion à hydrogène qui viendra un jour, en complément avec le camion biogaz, regarder aussi ce qui se passe avec l'électrique, etc. Vous voyez, on pourra vraiment se rendre compte, et puis le diesel, l'essence, etc. Et donc là, ça me paraît vraiment nécessaire. Donc, il faut vraiment pousser à ce niveau-là. Moi, en tant que rapporteur de la loi mobilité, je continue à être dans le service après-vote de la loi et donc dans son application, hein, aussi le rôle des parlementaires de regarder l'application. Eh bien, on avait abordé ce sujet. Ce n'est pas inscrit clairement dans la loi, puisqu'il y a les débats au niveau européen, etc. Mais moi, je serais très exigeant pour qu'en 2023, non seulement on y arrive, mais en plus, ça se mette en place et que ça permette de rendre compte de la réalité de chacune des mobilités que l'on peut mettre en œuvre, que ce soit avec le biogaz, électrique, hydrogène, etc., etc. Et donc, on s'apercevra, à mon avis, que certaines solutions, telles que le biogaz, sont très intéressantes. Et c'est la raison pour laquelle il faut en développer la production, au passage, en valorisant tous nos biodéchets. Ce n'est pas qu'une histoire de biodéchets agricoles, etc. Tous les biodéchets de nos poubelles, hein, que ce soit celles des foyers de ma circonscription ou celles des foyers du 16e arrondissement de Paris ou de celles des foyers du fin fond de mon Aveyron natal, eh bien, ça me paraît important de valoriser, de trier, récupérer, donc collecter et valoriser. Et donc, le biogaz est une source intéressante de production qui, à mon avis, est sous-développée en termes de valorisation de nos biodéchets. Donc, vous voyez que derrière, ça peut être intéressant pour la mobilité, même s'il y a d'autres usages possibles pour le biogaz. Merci. Donc, oui aux ACV et le plus vite possible. Merci Jean-Luc Fugit pour cette conclusion encourageante pour notre filière et pour la mobilité propre en général. Je vais demander maintenant à chaque constructeur un mot de conclusion, s'il le souhaite, bien sûr, concernant notamment cette évolution de la réglementation, que vous en attendez beaucoup. On l'espère. Moi, personnellement, je pense que c'est une des choses les plus importantes que l'on doit faire. C'est une étape, comme a dit la NGVA dans sa très belle présentation, à ne surtout pas manquer. Est-ce qu'on va y arriver? Malheureusement, j'ai peur. Je souscris à 100% à ce que nous a dit le député Fugit
c'est que la France devrait prendre le sujet. Et si la France veut prendre le sujet, Iveco y participera, si c'est possible, à 100%. On est le constructeur, je pense, qui a le plus poussé en ce sens. Et je crois même qu'on peut dire que s'il y a eu une clause de revoyure au niveau européen en 2023 pour les poids lourds, c'est grâce à Iveco et aux députés qui nous ont suivis au niveau européen. Donc, c'est très, très, très important si on veut être sérieux dans la réduction des émissions. Maintenant, si aussi petite chose à améliorer en France, mais quand même importante, dans la LOM, on a suivi l'Europe pour les véhicules légers, qui comprend les utilitaires, et il n'y a que les électriques qui rentrent aujourd'hui dans les critères, puisqu'elles sont 100% basées sur le CO2 du réservoir à la roue. C'est une chose qu'il faudrait améliorer, à la fois pour des questions d'efficacité, pour des questions de coût, et parce qu'on a cette solution en France qu'on a développée. Il faut quand même être fier de ce qu'on a fait en France. Jusqu'en 2012, on n'injectait pas de gaz dans les réseaux. Aujourd'hui, on a la plus belle croissance de la méthanisation en Europe. On a un potentiel qui nous permettrait de faire rouler tous nos poids lourds totalement décarbonés avec cette énergie, si on l'exploitait jusqu'au bout. C'est-à-dire si on faisait ce que l'Allemagne a fait, et ce qu'on faisait aussi la direction qu'a pris l'Italie, c'est-à-dire qu'on développe la méthanisation aussi fort que l'Allemagne, et on fait comme l'Italie, c'est-à-dire on l'utilise en priorité pour le transport. Si on fait ces deux choses-là, qu'on fait nos deux voisins, on n'a plus besoin de pétrole et d'essence pour faire rouler l'intégralité du parc français. Et l'Italie aura bientôt le parc le plus décarboné réellement en Europe, parce qu'ils vont rouler au biométhane de manière très importante. Et je le souhaiterais, je rêverais que la France, qui a fait beaucoup de choses, suive cet exemple. Merci Clément. Rémi, un mot de conclusion? Oui, juste un petit mot pour dire que la France promeut déjà les biocarburants avec le suramortissement qui a été accordé aux véhicules biodiesel. Donc, ce serait intéressant d'avoir aussi des incentives identiques ou différentes pour le biogaz carburant. Oui, tout à fait. Merci Rémi et Gilles. Il faut quand même dire qu'il y a des choses qui ont été faites. Rémi parlait là de suramortissement, il y a des aides en région, etc. Je rejoins ce que Clément a dit aussi, c'est que concernant les aides qu'on pouvait attendre, et quand je parle de nous, c'est nos transporteurs par rapport à la LOM, par exemple, il aurait été bien de pouvoir avoir une vue holistique. Il y a une telle urgence aujourd'hui à décarboner que ça ne peut pas se concentrer uniquement sur un carburant ou même ne serait-ce que sur les carburants. Il faut vraiment qu'on ait une action qui soit très forte et très générale. Et évidemment, il faut arrêter de se mentir. Il faut pas, et c'est en ça que l'ACV est très importante. On parle d'ACV aujourd'hui du puits à la roue. Il y a l'ACV aussi. Le fin du fin, ce serait ce que les anglo-saxons appellent le cradle to grave, c'est-à-dire du berceau à la tombe, pour avoir une vue globale de tout ce qui se passe. Mais il faut vraiment arrêter de se mentir et prendre les choses à bras-le-corps et de dire, voilà, aujourd'hui, on prend des carburants, il y a des choses à faire, mais regardons vraiment quelle est leur puissance pour réduire ces émissions de CO2. Merci Gilles, merci à tous les quatre. Vraiment, je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde, d'avoir exprimé vos positions et votre soutien à la filière. Et maintenant, je vais passer la parole à Jean-Claude Giraud, le président de la FGNV, pour la conclusion générale de cet événement qui, je l'espère, servira à l'évolution de la réglementation CO2 en Europe. Jean-Claude Giraud, à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, je remercie tous les intervenants qui ont accepté de participer ce matin à cet événement virtuel. Malheureusement, cette année, le Blue Corridor n'est que virtuel, mais grâce à toi, Gilles, nous avons pu organiser cette réunion. Donc, je remercie tous les intervenants et en particulier le député Jean-Luc Fugit qui est toujours à nos côtés et j'espère qu'il partagera ces valeurs auprès de tous ses collègues à l'Assemblée nationale de manière à ce que nous puissions avancer un petit peu plus vite dans ce domaine-là. Et j'ai noté ses considérations sur le nucléaire, sur l'électricité et sur l'ACV. Merci beaucoup. Alors, en 2014, avec la rédaction de la directive européenne sur les infrastructures en carburant alternatif, l'Europe s'est engagée dans le développement d'énergies alternatives au pétrole pour réussir la transition énergétique dans le transport routier.
En France, au sein de l'AFGNV, les énergéticiens, les constructeurs de véhicules industriels, les acteurs du transport de marchandises et de voyageurs, ainsi que les collectivités territoriales ont répondu à cet engagement de l'Europe en déployant un réseau d'infrastructures d'avitaillement GNV qui connaît une croissance forte. Ainsi, le nombre de points d'avitaillement GNV a augmenté en moyenne de 41% par an depuis 2014 pour atteindre 173 points d'avitaillement GNV fin 2020. En 2021, notre filière a planifié la mise en service de 100 nouveaux projets, ce qui, à quelques mois près, correspond exactement à la prévision que la FGNV avait fait il y a quelques années. Les immatriculations de véhicules lourds au GNV ne sont pas en reste et ont augmenté en moyenne de 20% par an depuis 2014. Et là, je félicite les constructeurs pour les efforts qu'ils ont faits. Par catégorie de véhicules, cette augmentation annuelle moyenne est de 160% pour les camions de marchandises, plus 65% pour les autocars, 2000 bennes à ordures et 1600 véhicules spécialisés, 500 autocars, 4000 bus, 5000 camions circulent aujourd'hui en GNV. Je rappelle que la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui formalise la stratégie énergétique de la France, prévoit 54 000 camions, 7 500 bus et cars et 110 000 utilitaires légers au GNV en 2028. En parallèle, le taux moyen de biométhane dans le GNV augmente rapidement en France et tous les intervenants ce matin ont souhaité un développement rapide. Il était de 12% par an en 2018, de 16,7% en 2019. Il devrait être de 20% et même plus en 2020. Comme cela a été dit dans les interventions précédentes, l'empreinte carbone d'un véhicule bio-GNV en analyse complète de cycle de vie est du même ordre que celle d'un véhicule électrique, fonctionnement à l'électricité française, faiblement carbonée, comme l'a rappelé le député. La décarbonation du transport routier devient une réalité avec l'incorporation progressive du bio-GNV dans le GNV. Les nouveaux règlements européens en vigueur depuis 2019 établissent des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules légers et les véhicules lourds qui s'appuient sur une mesure des émissions de CO2 en sortie du pot d'échappement. Cependant, dans ces nouveaux règlements, la Commission écrit, je cite, « Il est important d'évaluer l'ensemble des émissions produites tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers au niveau de l'Union. À cette fin, la Commission devrait au plus tard, en 2023, évaluer la possibilité de mettre au point une méthode commune de l'Union pour l'évaluation des émissions de CO2 tout au long du cycle de vie de ces véhicules mis sur le marché de l'Union et pour la communication harmonisée des informations différentes. » Fin de citation. En conclusion, donc, pour faire face aux enjeux du réchauffement climatique, il est urgent de mettre à contribution à sa juste valeur cette solution de GNV, bio-GNV, pour décarboner le secteur du transport routier. Et tout ce matin, cette conférence a servi à appuyer tous ces points avec des arguments forts, logiques et donc très réalistes. Et c'est ça qu'il faut regarder. Encore une fois, les intervenants et le député en particulier l'a dit, il faut être réaliste. Il y a une période pour les élections, il y a une période de réalisme pour développer notre industrie et nos emplois en France, ce que fera le biométhane. Donc encore une fois, bravo à tous. Je me félicite de cette réunion virtuelle. Je remercie bien sûr Patrick Corbin aussi qui a fait l'ouverture de cette série, ainsi que Yuri Lirobian, bien évidemment. Et je vous retrouverai tous avec un grand plaisir si nous ne sommes pas confinés et que si cette année 2021, que je vous souhaite à tous très productive, nous permet de nous rencontrer. Merci. Cette émission est maintenant terminée.
nous avons évoqué le mix énergétique dans le transport routier et la nécessité de faire évoluer la réglementation européenne pour comparer l'empreinte carbone réelle des véhicules à carburant alternatif tout au long de leur cycle de vie, c'est-à-dire du berceau à la tombe. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.